Aujourd'hui, vous avez droit à une édition spéciale de votre podcast. Nous vous proposons un moment d'échange qui a eu lieu lors de la dernière édition des Rencontres des Arts Visuels de Yaoundé, les RAVI 2023. Le panel est composé de l'écrivain camerounais de regrettée mémoire Lionel Manga, l'artiste Martine Bolo de la Suisse, l'artiste visuel Yvon Gassan du Cameroun, et il est modéré par Landry Mbassi, commissaire indépendant et directeur artistique de la Biennale RAVI. La conférence se porte sur la bipolarité issue des identités plurielles qui peuvent être celles des artistes de ce temps. Bonne écoute. Cet épisode est offert par les RAVI, Biennale d'art contemporain. Suivre donc la postale. Donc, on va faire très vite, excusez-moi de le dire, parce que nous sommes pris par le cours du temps. Le Goethe nous attend plus tard, mais je sais qu'on va être intense, et l'intensité, elle est déjà ici. Donc, je vais me permettre d'entrer de jeu de lire le texte de Sneak, qu'il a écrit d'ailleurs depuis les États-Unis, depuis ces autres géographies-là. Et il dit tout simplement ceci. Racine, ancrage, la plume à l'ouest. Semer à la terre, le lien à l'identité, à l'authenticité du propre des peuples brassés. La plume qui bâillait le mal des frontières. Elle pousse comme une plante pour faire fleurir dans les ténèbres de l'ombre les espoirs de la lumière. La ligne des barricades créées par les hommes fissure notre humanité, figure du monde actuel. Comme les éclipses de tornades qui font gronder le ciel innocent, la nature pleure leur progéniture. Aux endeuillés de la mer, la terre est son témoin. Elle dessine des perspectives qui éclatent de colère sous les peurs des hommes qui se ruent pour en refaire les frontières. L'horizon aux enchères, c'est la résistance. Malgré le tout contre tout, la loi du talion, voici le vieillissement des lignes de démarcation. Il faut continuer à œuvrer la nuit pour rebâtir le jour. Sauf que la nuit a ses règles et ses lois. Il te faut un visa pour séjourner la nuit. Il faut être vivant pour fabriquer à travers un geste insoumis des nouveaux corps, des nouveaux esprits, de nouveaux espoirs qui révèlent la pensée du futur monde. La racine parle propre de soi. Excusez-moi, je vais reprendre ça. La racine parle le propre de soi. La mort est une rupture qui pousse l'homme de son vivant à ouvrir les frontières de sa chair matérielle pour accueillir le pitoyable esprit du défunt. Mort par faute de frontières. Être vivant est un frein fatal pour en consommer l'univers. Il faut donc un quota de vie. Il faut mourir pour comprendre la schizophrénie de la vie. Chaque homme, dans tout type de chair, qui incarne toute liberté en son genre, est un compost qui timbre son existence en CDD, contrat à durée déterminée sur Terre. Le monde même est un CDD. C'est pourquoi il se compose plus la nuit pour échapper à la férocité des hommes qui fracturent la terre le jour pour leur survie. Vivre avec racines liées à un endroit est un espace, une espèce, un souffle, un territoire, une croyance ou pas, est une dignité indispensable de notre CDD sur Terre. C'était là, Snake, depuis New York. Il me l'a envoyé il y a 2-3 jours. C'est un texte que j'ai lu avec beaucoup d'émotion, qui m'a un tout petit peu justement replongé dans l'écriture la route ancienne. Et un peu, alors on n'y est pas, mais c'est un peu saccadé comme ça avec des choses. On parlait hier de langage. Comment est-ce que le langage crée des imaginaires? Et c'est intéressant parce que nous voulons aujourd'hui, dans le cadre de cette énième discussion et échange, aborder justement la question de la
bipolarité culturelle qui, on va dire, crée des univers. Parce que être de quelque part, aller vers quelque part, ça bouscule. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec Doff, la toute première d'ailleurs, un peu sérieuse, parce qu'il m'a quand même demandé un briquet en partant de l'aéroport. Mais on a eu une sérieuse discussion, on disait, le Tchad, ça commence à faire façon. Donc, c'est sûr que les géographies, j'ai chopé tout à l'heure un mot qui est peut-être sorti du mental de Tali, de géographicité. Les géographicités sont certainement génératrices de choses, d'imaginaire. Et cet après-midi, je voudrais qu'on aborde justement cette question de la bipolarité, de comment est-ce qu'on va vers l'autre, ces allers-retours, et comment est-ce qu'il nous crée, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il nous emplisse, ou parfois même nous désemplisse, hein, ça dépend. Je voudrais commencer donc cette conversation avec Yvon, qui nous revient tout droit de Munich, et qui a participé à un projet dont il va nous parler justement dans le cadre de cet échange. Bonjour Yvon. Bonjour. Hop là. Bonjour Landry, bonjour tout le monde. Pour ce qui est du projet fait à Munich, ça ne parlait pas forcément c'était pas lié à ces bipolarités-là, mais à une sorte d'ironie liée à au retour des objets. J'ai fait une installation qui s'appuyait sur des estampes de gravure de pas mal de masques que les Allemands ont volés en Afrique, parce que, juste pour mémoire, nous avons 70 000 de nos artefacts là-bas en Allemagne et pas qu'en France. Donc voilà, donc j'ai fait ce box-là, le box de présentation qu'on trouve généralement dans des musées. Et il y avait une pancarte à côté qui parlait d'un objet patrimonial munichois qui a été prêté à un musée, au musée national camerounais. Donc c'était ça ce que j'ai fait à Munich récemment. Et c'était un peu une sorte d'ironie, mais quelque chose qui interrogeait ce retour, justement peut-être cette bipolarité dans notre monde, où on veut nous faire croire que tous les États, tous les peuples sont sur le même pied d'égalité, mais on sait malheureusement ceux qui veulent à tout prix prendre les devants et aussi ceux qui subissent. Mais par contre, le projet sur lequel j'ai travaillé et qui, je crois, rejoint bien plus ce que nous allons parler tout au long de cette conférence, c'est un travail que j'ai fait en début d'année en résidence au Togo, où j'avais été invité dans le cadre d'un festival, mais précédé par une résidence. Et moi, j'ai juste interrogé le vaudou et la contemporanéité, la relation entre justement le vaudou, la pratique du vaudou, et la contemporanéité à laquelle appartiennent ces pratiquants. Et justement, ce qui m'a le plus frappé est comment ces personnes-là s'identifient par rapport à ce culte, je sais pas, séculaire, et aux différentes choses que leur apporte cette contemporanéité. Comment ces personnes se positionnent à l'intérieur de cette bipolarité, mais aussi quel est le rapport, comment je vais dire, comment cette réalité est aussi en train d'avoir une certaine emprise sur la pratique même du vaudou. Donc, pendant quelques semaines, j'ai travaillé autour de ces questions-là. Mais dans mon projet aussi, si on peut peut-être projeter quelques images et donner quelques images à la technique, parce qu'on dit là, c'est mieux quand ça se voit et non pas seulement quand on en parle. Donc, il y avait ces questions-là. Et puis, je m'employais aussi à documenter et à essayer d'archiver les espaces de vie de ces personnes-là. Et pour parler de bipolarité, le temps que ça arrive, permettez-moi de me lever. Par exemple, sur cette photo, c'est très bien qu'il ait commencé par ça. Ce jeune homme, dans la communauté togolaise d'Aboudrafo, c'est le lieu où j'étais en résidence, vraiment,
il n'allait de rien comme ça, mais c'est un maître vaudou, vraiment un maître vaudou. Mais vous allez remarquer que il a ce qui revient au vaudou, hein, qui est très identité au vaudou, le pagne, le collier de perles. Mais en face de lui, il y a un ordinateur ou une télé ou un écran de télé, des choses comme ça. Mais il vit, ce sont comment je vais dire ça? C'est peut-être deux représentations dans le même espace, mais qui des fois, dans notre entendement, à nous, les Africains, surtout afro-centrés, devraient être diamétralement opposés. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'accepteraient pas que ce qui est très, très traditionnel là puisse côtoyer des choses plus modernes ainsi. Mais lui, il vit avec ça et ça ne lui pose aucun problème. Pardon, merci de faire défiler les photos. Voilà, et ici donc, pour justement évoquer la question de l'identité, mais de cette bipolarité qui peut exister chez ces personnes, je me suis amusé à filmer toujours sur cette partie du village des espaces, mais aussi des représentations liées à comment on appelle ça, la foi chrétienne, la religion chrétienne. D'accord? Parce que ce qui est fou est que autant existe le vaudou dans ces espaces-là ou dans ces géographies, autant la chrétienté est profondément ancrée. Mais ces personnes arrivent à cohabiter avec ces deux religions, mais vraiment dans une sorte d'harmonie. Et vous verrez là, donc je me suis amusé avec des techniques de tissage à faire cohabiter une partie de ce prêtre vaudou avec la main de Jésus, on va dire, crucifié. Et là, par exemple, ça ne se voit pas très bien ici, mais c'est une partie d'une église très connue à Boudrafou, datant de la colonisation, je crois, allemande. Voilà, donc c'est comme ça que, plastiquement, j'ai abordé la question. Merci de faire défiler, s'il te plaît. Voilà. Donc là, c'est toujours dans la même lancée. Et je me permettrai donc de revenir sur la question de l'identité. Parce que oui, aujourd'hui, c'est une question qui paraît peut-être dépassée ou banale, mais je crois savoir, pour m'être rapproché de ces personnes-là ou d'avoir fréquenté d'autres personnes qui sont à la quête de cette identité, et même nous ici au Cameroun. Parce que quand on parle de bipolarité, est-ce que nous pouvons apporter au monde, comment cette bipolarité-là nous habite et comment on régurgite cela? Je crois qu'il y a quelque chose peut-être sur laquelle on devrait s'appesantir. C'est OK. Parce que cette bipolarité-là, aujourd'hui, elle est subie. On ne l'a pas du tout choisie. Et on est totalement à l'intérieur. Nous avons de nos jours les magasins Carrefour, la télé, etc. Toutes les nouvelles du monde qui arrivent sur nos petits écrans. Ce qui fait que si nous ne nous intéressons pas à nos identités, à nos origines, mais nous allons nous faire tout simplement phagocyter par comment je vais dire, les réalités des autres. Mais vraiment, c'est une évidence, selon moi, parce que de plus en plus, c'est le cas. Mais pour ça, il faut déjà, je pense, une prise de conscience de ce qui devrait être, même pas notre identité, juste retourner à la source, peut-être comme ce que mon ami Taline Borg fait dans sa recherche, tu vois. Parce que Taline Borg, pour observer son travail, lui ne se replie pas juste sur son identité en tant que l'homme qui vient de la zone Bassa ou en fait, un Bassa, non. Il s'intéresse à ce qui se passe à l'ouest ou à ce qui s'est passé à l'ouest, au sud, etc., ou au nord du pays. Donc, c'est peut-être de rentrer dans ces pratiques séculaires, de les connaître, afin de pouvoir créer une sorte de zone de tampon entre les réalités ou comment dire, les cultures des autres et ce qui est votre culture, ce qui est notre culture, ce que nous qualifions d'être notre culture. Et ainsi, cette zone tampon-là nous permettrait de filtrer ce que nous acceptons et de laisser de l'autre
notre côté, ce que nous jugeons ne pas être utile à notre culture. Moi, je ne parle pas de tradition, je parle de culture. Sinon, que pouvons-nous apporter à l'humanité si nous sommes tout simplement comment on dit, des individus qui sont dans une sorte de phagocytose comme ça, là, je ne sais pas si le mot existe, ils sonnent bien dans mes oreilles. Mais bref, si on est tout le temps phagocyté par les autres. Et pour finir, je dirais qu'il faudrait malheureusement, au jour d'aujourd'hui, moi je vais prêcher pour la chapelle à laquelle j'appartiens, le monde de l'art. Il faut malheureusement beaucoup de financement afin de continuer à motiver des artistes qui sont dans cette quête-là. Pas la quête de la tradition, mais la quête de la culture, dans une définition de la culture. On le voit très bien avec ce que fait, je vais encore revenir sur Tali, qui est là, le crowdfunding qu'il a mis sur pied pour soutenir cette production atypique au niveau du vêtement qu'il est en train de faire. Mais après, il y a aussi les différents étudiants dans les beaux-arts, etc., qui sont aussi à la quête de cette identité. Je le dis parce que j'y enseigne. J'écoute ce que ces jeunes racontent, quelles sont les douleurs qui sont les leurs. La jeune Lévi Betsogo nous a parlé de son aventure par rapport comment on appelle ça, au proverbe qu'elle devait trouver. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent cela. Mais il faut donc créer des lieux, des espaces. Il faudrait que les espaces camerounais de diffusion de l'art ou des lieux de résidence puissent être conscients de ça, qu'il faut mettre de l'énergie à cet endroit-là afin de permettre aux jeunes artistes, et pas que des jeunes d'ailleurs, de pouvoir avoir des financements, des bourses pour aller chercher ces savoir-faire qui ne résident plus que chez des vieux, vraiment, qui peut-être dans 50 ans, on ne les aura plus, voilà, et pouvoir conserver ça et de contemporanéiser ces savoir-faire-là afin de le mettre à la portée de tout le monde avec un discours, un dialogue qui est plus accessible. Et c'est pourquoi moi je suis très intéressé parce que fait Talimbo encore autour d'une DOP, autour de cette réappropriation des signes d'une DOP, parce que une fois j'ai eu le bonheur de travailler auprès de quelqu'un comme Martin Ambara, et lors d'un travail de table, il disait, mais ça serait quand même bizarre, Yvon, que les papas qui ont été à la source du Mvet, ok, arrivent dans cette contemporanéité et qu'on chante encore le Mvet avec l'instrument qu'on appelle Mvet, ils vont dire, mais vous avez entre-temps été au contact de la guitare, de je sais pas, tous ces trucs, mais vous en êtes encore là. Et c'est la même réflexion que j'ai eue par rapport au Ndop. Ok? Si ces vieux-là arrivent aujourd'hui, c'est les mêmes signes qu'on utilise. Les signes que des fois on ne connaît, on ne comprend même pas. Ok? Je ne dis pas qu'il faut créer forcément autre chose, mais il faut quand même s'interroger dessus, sur comment prendre ça et le faire cohabiter avec ce qui appartient à notre contemporanéité. Voilà sur quoi je voulais parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvon, pour cette prise de parole. Mais c'est absolument, je disais à Joseph qui est là, que depuis qu'on a commencé hier, je m'abreuve à la source de toutes ces paroles, de toutes ces choses qui sont dites ici et qui sont absolument fortes de sens. Je voulais également partager une chose que j'ai apprise et qui fait un peu écho à ce que tu viens de dire, c'est que j'étais, il y a 2 mois, à la Fondation Afrique Avenir chez Sœur Kouma Doumbé, et j'ai appris qu'effectivement, et ce que tu dis, vraiment c'était important, il faut peut-être effectivement, à mon sens, aller prendre ce qui est encore prenable, ce qui est encore existant, et c'est dans les mémoires de ces papas. Mm-hmm. Et la Fondation Afrique Avenir, donc via le professeur Kouma Doumbé, a développé ce projet qui a été financé, je ne sais plus trop par quelle institution européenne, encore eux. Ils ont fait un travail de recherche sur comment les Blancs sont arrivés ici
avec des vieux. Ils sont allés dans tout le Cameroun. Et vraiment, j'ai trouvé ça absolument intéressant. Ils sont allés dans tout le Cameroun, la Fondation Afrique Avenir, et ils ont discuté avec des papas qui ont encore la mémoire assez solide pour dire oui, ils sont arrivés et c'est ce qu'ils faisaient, voilà ce qu'ils ont dit, voilà, là, là, là. Et ils ont transcrit cela en texte et en son. C'est disponible pour les étudiants qui sont là, c'est disponible à la Fondation Afrique Avenir. Vraiment, c'est très catégorisé. Il y a les Douala, il y a les Bassa, ils sont allés dans tous les peuples, enfin, je crois, hein, enfin, l'essentiel en tout cas. Et moi, je me dis, les étudiants qui sont là devraient peut-être s'intéresser à ce genre de travaux. Si tu me le permets, juste une minute, justement pour parler du financement de cela. Parce que l'idéal serait que ça soit un financement camerounais, local, pris en charge par l'État via le ministère de la Culture. Mais connaissant un peu ce caractère, les mecs ont démissionné, il est important, je crois que la diaspora, des gens qui ont fortunés camerounais, commencent à s'intéresser à ça. Parce que ça n'a aucun sens que ça soit l'Occident. En fait, il n'y a aucun pays qui financera la culture d'un autre pays. Ce n'est pas possible, je pense. Okay? Donc, il faut vraiment penser peut-être à sensibiliser les gens autour de ça. Pour venir encore à cette question de mémoire, d'archives, ou par rapport au retour des objets, etc. J'ai travaillé pendant presque 2 ans sur un projet soutenu justement par un fonds camerounais, le Bikoka Art Project. Ça se passait à Lolodov, espace créé par la commissaire Christine Eyene. Et je suis justement allé à la rencontre des vieux, des patriarches de Lolodov et ses alentours, qui avaient encore une mémoire de ce qui s'est passé pendant la période allemande et la période française. Aujourd'hui, j'en ai perdu 2, ils sont décédés. Heureusement, il y a l'archive visuelle et sonore qui existe. Et du coup, ce sont les seules personnes, mais vraiment, les seules personnes capables de produire je ne sais pas si c'est des contre-vérités, mais parce que ce qu'on trouve dans les archives en France ou en Allemagne, sont la vérité de ces personnes-là. Mais après, ce qui s'est vraiment passé, quelle est la mémoire camerounaise qui peut dire « Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça », ben, elle est en train de dépérir, elle est en train de mourir. Et ce n'est pas un hasard que les mecs se sont réveillés depuis 3 ans avec le Burden Memory et aujourd'hui avec le projet avec Blik Bassi et la dame, j'oublie le nom de la partie française, pour dire on va ouvrir les archives, mais parce qu'ils savent qu'en face, il n'y a personne. Pour dire non, c'est pas ça, c'était pas comme ça, nana. Ah, c'est ça le truc. Donc, une question absolument aussi sensible, délicate. Merci Yvon encore une fois de plus. Je vais prêter le micro à Dof. Je voudrais qu'il nous dise, Dof qui a un travail de plasticien, qui fait un travail de plasticien absolument magnifique, que je vous invite, j'y arrive, à voir au Zipcar dès jeudi 18h30, ce sera l'heure du vernissage. Déjà, tu as une pratique artistique qui est quand même qui interroge. De prime abord comme ça, elle interroge. On est dans une espèce de vacuité comme ça, mais de profondeur aussi. C'est tout noir, pour rappeler un tout petit peu, trait d'union avec le continent, c'est tout noir, mais d'ailleurs, ça me vient tout de suite à l'esprit là, Toumaï, tu vois. Je vois ce truc-là, je dis Toumaï, ton travail fait partie de ces travaux qui peuvent nous faire penser que le premier homme Toumaï, enfin, le premier homme pour parler, mais dis-moi, toi, en tant que Tchadien, et qui justement a une relation intense avec le Cameroun depuis, que penses-tu de tout ça? Bonsoir déjà à tout le monde. Moi, je préfère déjà ne pas utiliser le mot Toumaï parce que c'est la chose des Touables, oui, pour toujours nous maintenir dans ce qu'on sait. Oui. Du coup, ma relation avec le Cameroun, c'est à travers mon travail, c'est vraiment une relation d'amour.
j'ai mon premier grand frère qui est là à côté de moi depuis qu'on s'est vu la première fois. On ne s'est jamais séparés, on se parle de temps à autre. Et j'ai encore eu la chance de rencontrer le grand Lionel. C'est encore quelque chose de très intense quand on discute par rapport à mon travail. Il est très intéressant. Il a ouvert en 2-3 jours qu'on a passé là, il m'a ouvert beaucoup la boîte. Et je suis très content. Et parlant de mon travail, comme tu le sais, je continue de creuser, de chercher. Ce qui est dommage avec le Tchad, dans ma relation va-et-vient, comme on le dit, quand je quitte du Tchad pour d'autres pays, par exemple, même ici au Cameroun, je viens, je repars avec quelque chose dans la tête. Mais qu'est-ce que j'amène? C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte que chez nous, la jeunesse a perdu ses repères. Et dans le texte de Snake, c'est les 2 premiers mots que j'ai notés, c'est, je pense, racine et ancrage. Oui. En fait, tant qu'on n'a pas ça, ça revient à ce que Tali dit. En fait, tant qu'on n'a pas ces 2 mots, c'est une base en fait. Tant qu'on n'a pas ça, en fait, il n'y aura pas ce mouvement. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je parle de chez moi, mais en fait, c'est généralisé. Il y a la plupart des jeunes qui ont perdu ce repère-là. En fait, il y a un mimétisme. En fait, tout ce qui vient de l'extérieur est très important par rapport à ce qui se trouve chez nous. En fait, jusqu'à un moment donné, moi, j'ai fait une œuvre et il a fallu que je reparte en arrière, puiser dans ce qui était déjà passé pour revenir. En fait, c'est comme l'intemporalité. À un moment donné, chez nous, il y a l'initiation qui est le passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Et la majorité des jeunes qui sont passés par là ont un comportement différent avec, par exemple, nous, les jeunes qui ne sont pas passés par là. Aujourd'hui, même dans les petits faits et gestes, on ne respecte pas nos aînés. Et dans l'autre sens, on vient nous dire que non, cette initiation n'est pas bonne, c'est obsolète, c'est barbare, parce qu'on quitte de tels points. En fait, il y a des trucs que je n'ai pas envie de dire. Il y a des trucs qui se passent avant que, terrible comme tu le dis, avant qu'on initie les garçons. Donc, moi je me dis, il faut qu'on sache bien d'où on vient, comme mon frère l'a dit tantôt, et où on va. Et quand on va là-bas, qu'est-ce qu'on amène? Rendez-vous du donner, du recevoir. Voilà, qu'est-ce qu'on amène? On dit, on se lève, on prend ce qu'on a trouvé de l'autre côté, on revient, et puis on oublie tout ce que nos valeurs, nos cultures, tout ça on oublie. Depuis un certain temps, je travaille sur cette base-là. Le rendu sera là bientôt, tu seras au courant. Mais il faut qu'on s'attarde quand même. Par exemple, je salue beaucoup ce que Tali Mbok fait, parce que là, au moins, il y a un repère. Contrairement à chez nous, où il n'y a pas beaucoup d'artistes qui travaillent comme ici au Cameroun.
Mais si on peut faire un pont, comme je disais au grand Lionel, il y a de cela 2 jours, c'est de faire un pont, par exemple Tchad-Cameroun, pour essayer de sensibiliser d'abord à ce que l'on veut, et puis mettre une base solide avec ce qu'on a pour aller quelque part. Sinon, c'est qu'on est en train de vadrouiller, on évolue, voilà, on va chez Landry, on récupère ce que Landry a dans le système de Landry, et puis on va ailleurs. En fait, c'est un truc, c'est un mimétisme qui est sans précédent. Tout à fait. Voilà. Ok, Voilà. ben, merci parce que ça me permet de, merci Dof, ça me permet de faire le trait d'union direct avec Martine, qui est juste à côté. Et on a plus ou moins abordé cette question en matinée, mais je voudrais revenir sur une chose qui me semble avoir marqué surtout nos conversations quand on discutait en inbox, elle était encore en Suisse, et je lui disais que oui, la non-visibilité, la non-conscience de ton évidence noire dans un champ suisse et donc essentiellement white, te prive-t-elle de ta conscience de de tes repères, en fait, de tes repères. C'est-à-dire que de savoir que oui, j'ai quand même... Parce qu'il y a... Et ça, je le dis à la suite de ce qu'a dit... elle a dit quelque chose qui en fait a nourri mon esprit dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, voilà, parachuté dans le sud de la France, c'était Bordeaux, je ne sais pas, en France, et on lui demande de dire un proverbe en petit, enfin, dans sa langue vernaculaire, comblée, vernaculaire, en langue de chez elle, et elle se trouve en train de devoir appeler papa pour lui demander Madonna, hein, on dit même comment le truc-ci en telle langue, parce que je suis perdu ici en France, on me demande, viens de voir et tout. Elle m'a donné de la matière pour revenir vers toi en me disant que oui, et c'est très intéressant, à mon sens, ce que Dof a dit, ta conscience, la conscience de ton être, que tu rends invisible aux yeux de l'autre parce que tu ne voudrais pas en faire cas. Parce que tu te dis, si j'en fais cas, ça va davantage, et tu te souviens de la conversation qu'on avait eue, ça va davantage poser de problèmes, alors que si j'efface ça, si je me dis que je m'efface et que je laisse les autres être conscients de ma noirceur, conscients de ma couleur, sans que je n'en fasse un problème, c'est un choix, c'est une option. Mais est-ce que cela te prive de cette conscience que tu dois avoir et de ces repères que tu dois avoir? Tu te dis, bon, moi je suis quand même Man Bogada et je viens quand même de quelque part. Donc, pour que je rencontre mieux cet Occident-là, qui d'ailleurs souvent a été considéré comme l'Occident, donc qui oxyde, vous savez ce que c'est que fait un Occident? Est-ce que ce n'est pas bien que je sois solide de l'intérieur, que je sache parler justement Mogada, que je sache dire Manium, je ne sais pas trop quoi, Bia, New York, que je sois plein, comme tu disais hier, tu disais qu'on est aussi quelque part des entités pleines. Je me souviens que on en a discuté et c'est toujours bouleux quand on parle de ces choses-là. Mais justement, je te retourne la question, cette fois-ci avec l'argument de Lévi, en te disant, est-ce que ça exclut ça? Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux d'aller vers l'autre en étant sûr que oui, j'ai mes appuis, comme au basket, c'est-à-dire que si tu veux être pivot au basket, il faut que tu aies des appuis, parce que Shaquille O'Neal, il ne va pas t'attraper. Je pense que ça n'exclut pas du tout. Et je pense que, comme tu l'as dit, quand on est bien ancré, donc quand on est soi, avec tout le bagage que ça représente, on n'a pas besoin forcément, comme je le disais tout à l'heure, de brandir un étendard pour dire ce que l'on est, parce qu'on est ce qu'on est.
comme on dit des fois, tu peux quitter le village, mais le village ne te quitte pas. Je me dis que ce que je suis, mon africanité ou mon identité, Excuse-moi, je vais juste. Tu peux quitter le village, mais le village ne quitte pas. La question est là. Tu peux quitter le village, mais le village ne quitte pas. Mais avec quoi quittes-tu le village? Parce que si tu quittes le village vide, non, j'ai dit, la en ville fait, va te remplir. Peut-être que je n'ai pas bien articulé. Tu peux quitter le village, mais le village ne te quitte pas. Tu l'emportes avec toi. C'est dans ce sens, enfin, ce que j'entends par là, c'est tu es ce que tu es et tu l'emportes avec toi. Et ce que tu es, tu l'as acquis parce que tu es né quelque part, tu as été nourri de quelque chose et ça te constitue. Donc tu l'emportes avec toi. Donc les rencontres ou les expériences que tu vas faire par la suite sont nourries de ce quelque part d'où tu viens. Et que ce soit perceptible de façon visible ou pas, ça reste l'essence de ce que tu es, à laquelle s'ajoute la somme des expériences qui arrivent par la suite. Donc, pour moi, je sais que c'est, par exemple, peut-être que c'est pas une bonne idée que j'en parle en réalité. Je me pose toujours la question de savoir est-ce que je suis moins authentique parce que je n'ai pas mis un vêtement en pagne? Est-ce que je suis genre trop blanche parce que j'ai une chemise fleurie? Et pas un truc couleur terre, couleur écrue, couleur nature. Des fois, je me demande, sincèrement, tous les jours. Mais surtout quand tu sais que ce pagne-là, le wax poursuit. Il vient dedans. Exactement. Exactement. Et d'autant plus que la dernière fois, j'ai encore entendu dans mon cercle familial des personnes revendiquer le wax. Je me suis dit, mais moi, je me suis carrément acheté un livre pour être sûre de ce qui se passe. Et je me suis dit... Un livre sur le wax? Oui. Toute l'histoire du wax, très très bien documentée, avec plein d'images comme j'aime. Parfait. Et on peut en parler. Mais sauf que, justement, moi ça me chagrine des fois parce qu'on est jugé. On est jugé en permanence. On est jugé par les siens. On est jugé par les autres. Tout le temps. Et du coup, finalement, je pense que l'enjeu, c'est comme disait M. Manga tout à l'heure, l'identité, mais c'est pas une question. Comment? Oui, tu as un truc à dire, Tali. Est-ce que vous pouvez nous permettre de finir? On va finir ici. On va passer. L'identité, c'est bien, mais n'oublions pas d'être. Et ce qu'on est va au-delà de toute identité en réalité. C'est pour ça, quand j'ai répondu à tes questions, c'était fondamentalement ce que j'essaie de crier. On nous met dans des cases, quels que soient les types de cases. On se met soi-même dans des cases en permanence. C'est fatigant en fait. Moi, je trouve ça fatigant. Personnellement, je trouve ça fatigant. Parce qu'on est un être humain. On peut être né ici, se sentir d'ailleurs. Et 10 milliards de combinaisons possibles. C'est quoi finalement l'identité? C'est quoi en fait? C'est pas parce que je suis né ici que... Oui, monsieur Owana disait tout à l'heure, et ça on a vécu, enfin moi je l'ai vécu parce que je suis né au Cameroun, j'ai grandi ici, machin. Les enfants, certains camarades qui venaient de France, qui sont nés en France, qui sont venus à l'école primaire, mais on se foutait de... Mais c'était terrible. Même maintenant, j'ai un ami, le pauvre, il a vraiment un accent pareil de blanc, de français. Ouais, toi, de toute façon, t'es même pas un Camerounais, toi. Ça perdure. Et du coup, moi, tous les jours, maintenant, je vis en Suisse ou je vis ailleurs, on s'en fout. Oh, toi, t'es pas d'ici. Je suis là-bas, toi, tu n'es pas de là-bas. Je suis d'où alors? On est de nulle part, on est personne. On n'a pas de chez nous. C'est très douloureux, en fait.
Et moi, ça, c'est une question vraiment personnelle. Personnelle. Vraiment personnelle. Une question personnelle qui fait remonter à la surface aussi des questions très profondes. Oui. La question du soi qui a aussi commencé très tôt chez toi. Oui. Pour parler de ta biographie profonde que j'ai lue. Non, mais oui, effectivement. Mais je crois également que la complexité de cette question vient du fait que on a aussi des expériences qui sont chacune gravées en nous de manière différente. Hein. Et donc, ça va être que oui, moi, je subis tout ça, ou ça va être que non, moi, je m'en fous plutôt parce que j'ai grandi comme ça et on m'a jamais dit qu'il fallait être dans des cases et tout ça. Mais... du coup, pour répondre à la question, oui. je pense que ça n'empêche pas. Oui. Ça n'empêche pas du tout. Et ce n'est pas parce que des fois, ça s'exprime de manière visible. Par exemple, si je fais un masque, ou de manière moins visible, s'il y a quelqu'un qui a étudié certains langages ou certaines transcriptions culturelles ou quoi, qui va dire « Ah, mais ça se sent que... » Mais moi, je n'ai pas étudié tout ça. Moi, je fais juste ce que je fais, en fait. Je ne réfléchis même pas. Et c'est intéressant parce que j'ai un certain type de travaux que tu aimes a été découvert par une de mes collègues qui est passionnée du peuple aborigène. Et elle aussi. Du peuple aborigène? Oui, de la culture aborigène d'Australie. Oh oui, parce que peut-être quand tu dis aborigène, ça... Ah pardon, oui, effectivement, d'Australie, carrément. Et j'en parlais un peu avec Tali, on en a évoqué la question. Il a utilisé le mot de langage d'Afrique. Comment? Je ne sais plus comment c'était formulé. Comment? Oui, c'est vrai. Bon, eh bien, une certaine forme d'expression... scripturale. Oui. Renvoie et fait écho à une autre qui existe aussi chez les aborigènes d'Australie. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une question qui est vraiment pertinente en réalité. Laquelle? La question de l'identité. Parce qu'on est entrelacés tous, de toute manière, à beaucoup de niveaux. Et on se fait écho, selon nos sensibilités, de temps en temps, on se fait écho plus ou moins fortement. Et donc... À des degrés variables. Bien sûr, c'est ça que je dis quand je dis plus ou moins fortement. Voilà. Mais ouais, je pense que rendre invisible quelque chose qui est en moi, ou je sais pas trop, ouais, je pense que ça n'empêche rien du tout. Ouais. Et ça n'empêche pas non plus le va et le vient. Mais en réalité, la question, elle va peut-être beaucoup plus loin que ça. Donc, quand je dis qu'elle rattache à l'argument qui m'a dit par Lévi, c'est que il y a aussi, au-delà de l'identité de l'être physique, des choses qui vont peut-être, en fonction d'un certain contexte, être importantes et donner le ton, ou donner le là, comme disent les musiciens. Oui, donc on prend un exemple, cas de figure. Deux Betty se retrouvent en plein Paris à devoir discuter de choses personnelles, privées, intimes, dans un espace public. Et ils veulent donc switcher en mode Adja. Qu'est-ce qui se passe? Font-ils, j'allais dire, table rase de leur identité profonde? C'est-à-dire que ressortir à la surface justement le Hadza, le village, ok. Ou alors parle-t-il en capranglais, qui est encore une autre fois une autre sorte d'escapade culturelle qui leur permet également d'aborder sans se faire, n'est-ce pas, entendre par le contexte, par l'environnement dans lequel ils évoluent. Et de là où, et toi, je te pose la question en particulier, pourquoi je sais que tu as des enfants, et que demain, ces enfants-là, qui vont peut-être évoluer à Hambourg, ou je ne sais pas trop quoi, machin, comment, et c'est pour ça que c'était important ce matin, cette question-là, comment est-ce que, je pense à ce que tu as dit, l'éducation, comment est-ce qu'on transmet cette conscience-là? La question est très compliquée, parce que moi, par exemple, tu me mets dans le 16e, si tu veux, avec une copine Betty qui parle Betty, moi je ne parle pas Betty, je ne comprends pas. Donc, la question se pose déjà à partir de moi.
Donc, Et je t'avoue que c'est parce que je sais que... ouais, je sais que tu sais pas, t'enfonces le clou là depuis. Un ange passe. Un ange noir peut-être. Non, un ange. Point. Bon, ok. De toutes les façons, on reviendra là-dessus. Je voudrais donner la parole à Lionel. Dans l'entre-deux, tout à l'heure, on est revenu un peu sur Glissant, sur... je voudrais, peut-être que pour ceux qui n'étaient pas là hier, que tu nous précises quand même que justement la pensée glissantienne n'est pas celle-là qui dit non, qui dit allons vers le monde sans savoir d'où on vient. C'est pas de ça qu'il est question. Et je me suis permis de relire un texte en disant que oui, il s'inscrit fortement contre l'aliénation, contre l'isolation. Donc, Glissant n'est pas... Glissant ne nous invite pas au glissement. Enfin, il nous invite peut-être au glissement, mais pas dans le sens où on s'effacerait, mais dans le sens où l'autre en face de nous serait conscient de ce qu'on est. Et vice-versa. Voilà, donc... Je vais commencer hier en précisant que de Césaire à Glissant, en passant par le Natal, Suzanne Césaire, Léon Bézier et quelques autres, nous sommes en présence de ce que d'autres comme moi, mais moi aussi, en tout cas je l'appelle le trouble caribéen. Voici des gens, enfin, pas des gens, une humanité, une partie de l'humanité qui ne peut pas ne pas ignorer que son origine est liée à un drame, celui de la traite et de la transplantation, mais de manière, on va dire, encore plus dramatique, si tant est que, quand je disais que Glissant parle à partir du gouffre, c'est sur 5 siècles de Middle Passage, de traversée, tous les hommes et les femmes qui reposent au fond des océans et des mers, ce que Glissant appelle le gouffre. Glissant parle à partir du gouffre, parle à partir de ce trouble-là, d'être une humanité métissée, qui résulte du télescopage entre l'aventure occidentale à partir du XVe siècle, la conquistant Amérique latine, et chez nous ensuite, après l'esclavage et ensuite la conférence de Berlin, mais du télescopage entre leurs projets à eux, que j'appelle moi faustien, de maîtrise du monde, avec les autres peuples qu'ils ont réduits au silence. C'est à partir de là qu'un Glissant parle, avec pour lui, poète, de se mettre aussi à philosopher, c'est-à-dire à invalider le décret d'Aristote et de Platon qui disait, ou qui prétendait, il y a 2500 ans, que seul le logos, c'est-à-dire que la parole argumentée, argumentaire et construite selon certains canons, était apte à dire la vérité, avec V majuscule. À côté de ça, tout ce qui est image, tout ce qui est l'évit de la poésie, vous pouvez aller vous faire maître. Donc, Glissant dit que non, moi je peux arriver à philosopher, à dire la vérité en faisant de la poésie, en utilisant des images. Déjà ça, c'est une première remise en cause profonde de l'hégémonie occidentale. Et ceci en dehors de toute décolonialité. Mais non, lui, il a fait ça avant qu'on commence à parler de tout ça. Comme une démarche individuelle, comme une démarche intellectuelle, comme une démarche de « je refuse d'être pris dans des décrets qui viennent de loin, alors que j'ai à ma portée d'autres ressources en termes de dire et en termes d'expression. » Cela étant, le concept là qui nous fait le mot bipolarité qui nous guide là présentement, peut être un petit peu embêtant parce que la bipolarité, c'est surtout un trouble mental aujourd'hui. Hein. J'entends tout à fait comment il est pris ici, mais pris comme il est pris ici, on l'appelait autrefois hybridation. Moi, j'étais encore en première, en terminale, hein, donc il y a 52 et 51 ans, quand on parlait de ça. Donc je me dis, nom de Dieu, on a 50 ans en retard, qu'est-ce qu'on fait pendant un demi-siècle? On était où pendant un demi-siècle pour revenir à des choses que moi j'étais en terminale? On est où là?
Dans quoi est-ce qu'on se trouve exactement? Ceci dit, en termes de pathologie, là où bipolarité, je dis, par convient, mais et non une réalité, c'est le côté, on va dire, tout ce qui est aliénation que nous vivons aujourd'hui, et qui fait que, je prends le cas des femmes et du VET. Aujourd'hui, le VET, qui est un ensemble de récits qui vont de cycle en cycle, et qui racontent donc l'opposition entre les gens d'Oku et d'Engon, qui se disent l'immortalité, son secret, etc. Aujourd'hui, le VET est synonyme de sornette chez beaucoup de gens du Sud. Donc les Bétil, les femmes, tout ça. Synonyme de sornette, de bagatelle, ça raconte que des mensonges parce que le catéchisme chrétien a réduit ça à cela. Parce que le catéchisme chrétien et la culture qui va autour est incapable de comprendre que dans les personnages de VET, comme je disais hier, il y en a qui sont capables de confisquer le soleil. Et tant qu'on n'a pas résolu leur problème, ils confisquent le soleil. Donc pour le catéchisme et les soutanes, c'est fait que ce n'est pas possible. C'est des mensonges. Sauf que le VET, vu comme ça, participe de tout l'univers qu'on appelle Space Fantasy, etc., Dragon Ball Z et autres furiosités d'anticipation. OK? Donc voilà un exemple très clair de comment est-ce que cette hybridation nous joue des tours. Moi, quand j'étais gamin, longtemps, ma maman qui est décédée il y a quelques temps maintenant, pas très longtemps, 2 ans ou 3 ans, 2 ans, etc., disait, lui là, lui je lui parlais et il répondait en français. OK? C'est-à-dire que je connaissais les Hondo, mais quand elle me parlait, je répondais en français. Aujourd'hui, quand j'écris, moi, j'utilise au minimum quoi? La syntaxe anglaise, la syntaxe allemande, la syntaxe française et la syntaxe béti. J'utilise les 4 syntaxes. Mon ami Dominique Menakem m'a dit un jour, il va falloir que tu expliques ça aux gens. Comment tu écris les 4 syntaxes? C'est vrai que ça produit un régime d'écriture qui laisse plein de gens un peu perplexes sur comment ça se fait. Juste une anecdote en mode, une grande dame, je ne citerai pas, mais une grande dame de la culture française, pour ne pas la nommer, Bénédicte Alliot, Cité internationale des arts, m'a dit l'autre jour à Paris, m'a dit, tu sais, parfois quand je lis tes textes sur Facebook, je me dis, nom de Dieu, mais où est-ce qu'il va chercher ce régime d'écriture? Bénédicte Alliot, ok? Ces gens, quand tu es chez elle, tu vois 3 murs de livres. Elle me dit, toi, quand je te lis, je me demande où est-ce qu'il va chercher ça. 4 syntaxes que j'utilise, 4 syntaxes. Donc, et Clisson le dit, Clisson dit dans, je ne l'ai pas amené, il dit que l'Afrique est le seul endroit sur Terre où nous sommes capables de repartir vers le monde et donc de prendre l'histoire à rebours, autrement que comme des gens qui avaient subi l'histoire. Jusqu'à présent, il y a plein de gens, si on prend l'histoire, c'est une mauvaise image, très mauvaise image, mais prenons l'histoire comme un train, ok, dans lequel nous sommes le dernier wagon, tu vas être entré. Il y a des gens qui s'obstinent à vouloir remonter jusqu'au premier wagon en attrapant à chaque fois un peu de chaque wagon, en se disant qu'une fois qu'ils seront arrivés au bout là-bas, ils ressembleront à quelque chose. J'ai envie de leur dire, allez vous faire mettre. Sauf le respect que je dois à tout le monde. Parce que de toutes les façons, on n'est pas arrivé au dernier wagon sans être passé déjà par les précédents. Whatever the case. Je veux dire, moi quand je viens en 1955, l'histoire est déjà là. Je trouve tout ce que je trouve autour de moi. Quand j'arrive à Dominique Savio, à Douala, tout est déjà là. Quand on m'achète des mécanos à Noël, tout est déjà là. Quand j'accompagne mon père acheter Paris Match pour maman et tout, etc., au Sagittaire, avenue de Gaulle, tout est déjà là. Quand je vais chez André, chez le dentiste arménien, tout est déjà là. Quand je vais chez Sonia Meldoyan, ma marraine arménienne, que ce soit à Douala, ou quand je vais à Paris, en Gain-les-Bains, ou à la Vidée, quand j'étais gamin à 19 ans, tout est déjà là. C'est-à-dire que je fais partie de cette histoire-là, et cette histoire-là fait partie de moi. Cette fractalité-là, cette autosimilarité-là, elle est là. On n'y peut rien. Je veux dire qu'elle existe. Et quand on dit, si je dis, et d'autres, qu'on fait avec, c'est pas en termes de résignation. C'est en termes de lucidité et de pragmatisme. Mes gamins me reprochent aujourd'hui, à juste titre, de ne pas leur avoir appris la langue Ewono. Mais j'étais fâché avec, pour différentes raisons qui seraient trop longues ici. Mais en même temps, je me disais, je leur explique le monde dans lequel ils vivent avec la langue française, en leur laissant le soin
d'apprendre par leur maman, par je ne sais pas trop quoi. Mais à chaque fois, quand c'est possible, j'ai tâché de les introduire dans cette langue qui est la leur maternelle, les grands-parents, etc. Mais je dis très clairement que je ne la leur ai pas apprise, que j'étais fâché avec à un moment donné. C'est une tout à fait personnelle. Mais je ne suis pas le seul qui n'apprend pas cette langue-là à ses enfants. Nous sommes quelques-uns. Mais en même temps, il faut s'apercevoir aussi que les langues sont... Autant l'UNESCO veut absolument les protéger, ce que je peux comprendre, il y en a 7000 qui vivent encore, mais une langue, c'est un outil avec lequel on s'accroche au monde pour ne pas déraper. Ça nous permet d'être accrochés au monde, de nous accorder au sens musical au monde. Toutes les langues fonctionnent comme ça là. Depuis le temps où il y a à peu près 70 000 ans, on a commencé de parler, chaque fois qu'on va dans une niche écologique, on a la dérive génétique, ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est une dérive en linguistique qui fait que, mentalement, nous créons nos mots, nos sons, à partir de l'endroit où nous vivons. Et ça peut nous accompagner. Ça peut nous accompagner. Ça ne nous accompagne pas forcément. Aujourd'hui, ce qu'il est important de réaliser, c'est que le monde mélangé dans lequel nous sommes, Léondo n'est pas en danger, donc je ne m'inquiète pas beaucoup. Ni le fait, ni quelques langues africaines que ce soit, n'est en danger. Surtout pas le swahili. Elles ne sont absolument pas en danger. Donc, ceux qui ne les parlent pas, à mon sens, ne devraient même pas culpabiliser. Parce qu'il y a tout ça aussi, qu'on veut nous faire avaler. C'est-à-dire que, parce que mes enfants ne parleraient pas le Hondo, voilà qu'ils culpabilisent. J'ai envie de leur dire, c'est pas nécessaire qu'ils culpabilisent. Tant qu'ils comprennent le monde dans lequel ils sont, avec la langue qu'ils parlent, et qu'à côté de ça, ils peuvent avoir une petite lucarne ouverte jusque Léondo. Cette culture en tant que culture, mais ça va être Léondo, ça va être les langues bamileke, ça va être d'autres types de langues. Parce que aussi, il faut qu'on arrête de penser l'Afrique comme une unité culturelle. L'Afrique est hétérogène, essentiellement hétérogène. Ce que les Mwamba-Gourma disent de leur divination, les Bécordolais, que j'ai dit depuis 35 ans à peu près, n'a rien à voir avec ce que peuvent dire les Bassa, avec la Migale par exemple. Quand les Bassa disent que le monde est une chute de chimpanzés, il se perturbe et il se restaure, cet énoncé-là, tu ne le rencontreras pas le même chez les Dogons. Et pourtant, Dieu seul sait si chez les Dogons, qui connaissent Sirius depuis 1000 ans, etc., il y a des observatoires là-bas astronomiques, Dieu sait si les Dogons sont d'une culture respectable. Ce qui importe, c'est, de garder la tête hors de l'eau. C'est-à-dire de ne pas être sujet à des rafales de vent qui font que, comme elle a dit Martine tout à l'heure, ce qui importe, c'est le fait d'exister et d'être. Comment est-ce que je suis au XXIe siècle, le 3 juillet, non, c'est le 4 aujourd'hui, Independence Day, 2023, comment est-ce que je suis ce jour-là, très précisément dans la carte du monde? Parce qu'au moment où nous parlons là, les Américains ils sont en train de manger des hamburgers, quelques-uns de fait des exercices de tir à gauche et à droite, parce que ça fait partie de la fête, etc. Il y a même des Noirs qui sont dedans, aussi, qui sont dans la LRA, avec Clint Eastwood. Beaucoup de gens ici qui vont parler de ça, iront voir le projet de Clint Eastwood. Moi, je ne vais plus voir Clint Eastwood parce qu'il est membre de la LRA, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, même si c'est un bon réalisateur, j'irai voir le film d'un gars qui dit qu'il ne faut pas consommer d'armes aux États-Unis. C'est tout. I don't care about Clint Eastwood. As a director. Le seul qui m'intéresse, c'est le type qui dit qu'il ne faut pas consommer des armes. Celui-là, je ne veux pas l'entendre parler, à la limite, je vais le flinguer. En retour. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que l'endroit où nous sommes nés, l'endroit où nous sommes nés sur Terre, qui s'appelle l'Afrique, qu'on a appelé l'Afrique, c'est même pas nous-mêmes, hein. Pas du tout. Qu'on a appelé l'Afrique. Comment est-ce que nous sommes avec cet endroit-là et avec le reste du monde? Il faut quand même savoir que, d'un point de vue planétaire, l'Afrique est le seul continent qui était aussi agressé par ses voisins. Que ce soit par les Européens ou par les Asiatiques. Aucun autre continent n'a été aussi agressé par ses voisins. Et quand je parle de voisins, je parle du voisinage. Et de voisins, c'est-à-dire qu'on vit dans le même endroit. Je n'oserais pas dire village, non. Au même endroit, on est des voisins, puis il y en a qui nous agressent.
Ils n'ont pas arrêté, ça fait 1600 ans que ça dure. Mais en même temps, le reste du monde, là, ils viennent d'ici. Même si nous ne sommes pas arrivés à faire valoir le fait que le reste du monde vienne d'ici, par rapport au scénario archéologique de Out of Africa, tu vois, qui aujourd'hui personne ne conteste, même si les sapiens se retrouvent au Maroc comme il y a 300 000 ans, et tout, etc., ça vient d'ici, on vient d'ici. Tout à l'heure, on parlait je voulais ajouter le matin, quand on s'est séparés, je voulais ajouter que toute cette obsession sur l'identité vient aussi d'un côté, on va dire, c'est une réaction à une situation victimaire. Il faut qu'on sorte de la situation victimaire. Elle ne peut pas nous définir. C'est vrai que l'esclavage a été un cataclysme. Et comme quelqu'un me faisait observer, l'Afrique vit en régime post-apocalyptique. De ce point de vue-là, parce qu'il y a des traumatismes qui n'ont pas été réglés et qui travaillent encore dans la psyché, l'inconscient collectif. Et de ça, on ne parle pas beaucoup. Parce que ça en va embêter beaucoup de gens du point de vue des responsabilités. Sur la côte, là, il y a eu des intermédiaires, hein. Il y a eu des intermédiaires. Qu'est-ce qu'on dit des intermédiaires de tout ça là? Qu'est-ce qu'on dit? Nombre d'entre eux essayent d'évacuer tout ça. Ils font tout pour évacuer tout ça. Mais il y a eu des intermédiaires sur la côte là, pendant tout ce temps que les Blancs nous ont transplantés dans le so-called Nouveau Monde. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quand est-ce que l'Afrique va s'arrêter et dire que, OK, on va créer un jour spécial sur la question de la traite? Que le même jour, à la même heure, sur l'ensemble du continent, on dresse le même monument, après un appel d'offres continental, voire international, puisqu'il y a une diaspora africaine. Césaire Glissant parle de cette diaspora. Il parle, tout à l'heure, Joseph parlait du tout le monde combien d'entonnoir. J'ai failli dire que je suis pas tout à fait d'accord avec la notion d'entonnoir, parce que je comprends ce qu'il dit quand il arrive là. Mais ce dont Glissant parle, c'est de se saisir de toutes les modalités d'existence que nous sommes en tant que les êtres humains, quels qu'ils soient. Je faisais allusion hier à une vidéo de son institut où on le voit faisant des grogues, pendant qu'il fait des grogues avec un copain à lui qui lui pose des questions. Il raconte comment est-ce que la pampa en Argentine, des gauchos, font de la poésie. Oui. Si tu vas dans la forêt ici, moi j'ai passé quelques jours avec des pygmées en 93, dans le cadre d'un film avec des Hollandais, l'Hollandais du Sauvé de Rio, au bord du feu, en plein cœur de la forêt équatoriale, autour de Lomier, à la veille d'un orage, à quelques heures d'un orage qui a secoué la forêt, tu es avec les bacas, tu es dans un moment d'absolu, je veux dire, presque extase, quoi. Entre la présence de la forêt en tant que forêt, l'imminence de l'orage, que tu sens bien, parce qu'après, quand il s'est abattu, il s'est vraiment abattu, quoi. Tu es dans une case, bon en terre battue, avec des parois, avec des écorces d'arbres, tu es allongé sur un lit en rondin de bambou, et puis ça, la foudre, le tonnerre et la pluie. Tu es dans une expérience cosmique, à nul autre pareil. Donc, cette Afrique aujourd'hui, des villes, où quand tu es chez toi, tu n'entends même plus tomber la pluie, éventuellement. Encore heureux qu'aujourd'hui, quand il pleut à Yaoundé, tu sens l'odeur de la terre, de l'argile, etc. Ok? Abdullah, il n'y a pas de ça, ainsi de suite. Ce sont autant d'éléments qui construisent une psyché, qui construisent un imaginaire, qui construisent un mindset. Les Anglais ont ce mot-là, de mindset. Parce que le mindset dit bien que ça s'installe avec le mot set. Tu comprends? Nous nous comportons avec ça comme c'était acquis. Quand on dit mentalité, on ne se rend pas compte que c'est pas un truc qui tombe du ciel, la mentalité. C'est une construction. Absolument. Et ça commence de loin. Ça commence à l'école. Ça commence à la famille. Dans la famille, au bord de papa et de maman. Quand mes parents font ce qu'ils font il y a quelques années, qui est une histoire très compliquée, je leur ai demandé, mais vous élevez votre garçon sans vous rendre compte qu'il était comme ça et capable de ça. Donc, de sortir des routes que vous avez prévues pour lui, pour aller ailleurs, vous imaginiez pas ça, qu'il pouvait aller ailleurs. Parce qu'ailleurs, là, lui semblait autrement plus intéressant que l'espèce d'impasse dans laquelle vous voulez l'enfermer là. Ils n'ont pas su quoi répondre à ça. Donc, les enfants que nous élevons aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, là-dehors, comme mode de raisonnement, parce que c'est un mode de raisonnement, nous, comme d'habitude, on va s'arrêter sur l'intelligence artificielle. Non, il faut passer derrière.
Ça résonne comment l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça dit en termes de saisie du réel ou pas? Voilà ce qu'il faut comprendre. La mécanique quantique arrive aussi avec l'ordinateur quantique. C'est aussi un autre mode de raisonnement qui est là. Le James Webb, le télescope, est au bord du Big Bang là-bas. Là. Ça va devenir la culture contemporaine dans les prochains jours. Est-ce que nous sommes prêts à ce que nos gamins nous parlent du Big Bang dans des termes que nous n'aurons pas, parce que nous n'aurons pas été à la même école qu'eux? Voilà ce qui attend l'Afrique aujourd'hui en termes de hybridation, parce que je ne reprendrai pas le mot bipolarité, mais en termes d'hybridation et la réflexion sur l'hybridation est tout sauf nouvelle. Je dis, elle date d'il y a au moins 50 ans. Moi, j'étais encore en première quand on avait des devoirs à faire là-dessus à partir des œuvres que nous étudions. Et je ne parle même pas de la classe terminale. That's the point. Merci, merci. Merci, mais vraiment, toi, je vais être ravi de sortir de ce petit colloque parce que c'est intense. Je disais que ça allait être intense et ça allait effectivement. Je disais également que ça va être court. Le Goethe m'appelle déjà. On va prendre 2-3 points, mais rassurez-vous, on va essayer de condenser. Et je dis merci d'ailleurs à Yvon qui est venu avec son Zoom pour nous enregistrer parce que qui va nous enregistrer et on pourra avoir des extractions de ce que l'on a entendu ici et c'est totalement bénéfique pour nous pour la suite. Je crois qu'on a entendu plus ou moins les points de chacun d'entre nous. Ici présents à cette table. Je voudrais, mais vraiment avec votre permission, parce qu'il est 16h16, prendre 2 ou 3 questions rapidement. Oui, je reviens sur la question d'identité, malheureusement. Moi aujourd'hui, j'ai un problème parce que je ne la pose pas. Mais bon, comme c'est lui, il faut dire quelque chose. Je pense que nous sommes déjà, Yvon Gassan, nous sommes déjà à l'époque. Nous sommes déjà à cette époque-là où les identités sont je ne sais pas comment dire. Phagocyté. Oui, les choses se sont déjà faites. C'est-à-dire, l'ouverture qu'on veut par exemple sur le tissu, donc il y a déjà ça. Nous sommes déjà qui nous sommes. Si on reste sur les questions d'identité, on perd le temps à la vraie question, à notre développement, à notre autonomie. On est déjà ce que tu penses là. C'est juste que il n'y a pas. Nous sommes d'abord en ville partie et il n'y a pas la lumière comme on le souhaite ou alors comme on l'espère, mais c'est que le fait est déjà là. On a déjà ce genre de débat. Tu vois, non? L'identité, comme je dis, ça nous perd le temps sur le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nos loyers sont chers. C'est ça le vrai problème. C'est le capitalisme. Oui, c'est le capitalisme. C'est le seul problème que nous avons. Les loyers sont chers, la nourriture coûte cher. Tu sais, je te comprends très bien. Et j'ai fait l'expérience de ça il y a quelques années au Bénin. Donc j'ai fait une restitution ici, d'ailleurs ici, en parlant des masques Guélédé. Moi, je partais sur la résolution, c'est-à-dire je faisais une recherche sur ce que apporte l'Afrique à l'histoire. Parce qu'on voulait nous faire comprendre que nous là, c'est rien. Il y a un truc simple au Bénin qu'ils ont en commun avec le Togo et les Yoruba, je crois, du Nigeria. Le masque Guélédé. Quand ça ne fonctionne pas bien dans la société, ils mettent le masque, font des masques avec des symboles de ce qui ne fonctionnerait pas dans la société ou qui ne fonctionne pas dans la société. On danse sur la place publique et après, tout le monde, tous ceux qui ont assisté à ce rituel est d'accord pour dire ça, on arrête. Si c'est on boit trop dans la société, on dit bon, vraiment, on est là, c'est bon, on arrête. Pour dire que dans nos cultures, nous avons probablement, et ça j'en suis certain, les solutions à ce capitalisme-là. Ils sont là. Mais si nous ne les connaissons pas, et c'est le cas, je le dis parce que j'ai la chance de traîner. J'ai la chance, non, tu les connais. Moi qui traîne avec ceux qui vont nous remplacer là, les jeunes là, ils ne le connaissent pas, frère. Mais absolument pas. C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'on les connaît.
elles existent déjà, souvent. Qu'est-ce que je voulais dire? Désolé de t'avoir coupé. Bon, ça reviendra. Mais on en parlera, s'il te plaît. Le micro à Romuald Dikoumé. Moi, la remarque que je fais, moi je dis une chose, est-ce que c'est nécessaire, est-il nécessaire d'imiter, parce que depuis on parle de culture, mais moi je veux ça sur le jeu de la traditionnalité. Est-ce qu'il est nécessaire d'imiter ce qui s'est fait avant, c'est par ceux qui nous ont précédés, au lieu d'apprendre de leur expérience, continuer le process et d'ajouter, apporter une plus-value. Parce que sinon, parce que les c'est vrai, mais la traditionnalité ou la culture, c'est par rapport à l'époque. Aujourd'hui, on a des budgets qu'on commence à faire, même en performance, chaque fois que moi je performe, je considère que je suis dans un budget. Mais je ne les exécute pas exactement comme mes parents à l'époque le faisaient, chacun a son procédé. Je pars à partir des éléments qu'ils m'ont donné pour arriver à ça en fait. C'est bien ça le problème, Romuald. J'en parlais il n'y a pas longtemps à Paris, le jour d'automne, à propos des performances, parce que j'avais vu Snake à la Cité internationale du Boulevard Jourdain, dans un numéro où il massacre le pouvoir en place en utilisant les images d'animaux, tout ça, des buffles et tout. Au sortir de là, tu es à Paris, c'est l'automne, il fait froid, c'est un moment de grand froid, et puis tu vois tous ces whites, hommes et femmes, qui ont l'air d'être contents d'avoir assisté à tout ça, et tu te demandes, mais ça va changer quoi au bled? On est dans la pure représentation. Parce que la performance aujourd'hui n'est plus que pure représentation. Naguère, dans ces espaces-temps, donc einsteiniens, relativistes, tout ce qui se mettait en place là, avec ces dispositifs-là, modifiait les propriétés de l'espace-temps. La lumière, la musique, les masques et tout ça. Modifier localement les propriétés de l'espace-temps. Aucune performance ne modifie aujourd'hui les propriétés locales de l'espace-temps. Je parle en mécanique quantique. Aucune. Eux, ils le faisaient. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ça, il pouvait y avoir des phénomènes qu'on va qualifier d'étranges aujourd'hui, qu'on appelle paranormaux. Entre la transe, entre ci, entre ça. Modification locale des propriétés de l'espace-temps. Parce que l'espace-temps a des propriétés en tant que tel. Je ne parle pas de l'espace et du temps, non, de l'espace-temps einsteinien, relativiste. Ça le modifiait. Et nous, comme ce que nous ne sommes pas juste cette espèce de chose corruptible, organique, le corps biologique que nous sommes. Nous sommes autre chose que nous sommes des ondes. We are waves. Nous sommes des ondes. Parce que nous sommes une réalité vibratoire, essentiellement. Et que la dimension matérielle, physique, où nous sommes, dans laquelle nous sommes biologiquement inscrits, n'est j'allais dire, c'est pour être stabilisé, parce que nous existons, ce n'est qu'un moment de la matière en tant que matière. Ce n'est qu'un moment de la matière. Nous sommes des ondes. Nous sommes un champ vibratoire. Et le sensorium dans lequel nous vivons, c'est-à-dire nos environnements locaux, en ville, partout, ce sont également des champs vibratoires. Comment est-ce que nous, individus, nous évoluons, nous sommes dans ces champs vibratoires-là? C'est de ça qu'il va être question de plus en plus, avec une autre forme d'intelligence de notre réel, on va dire, je dirais pas, voilà, du réel. Toutes ces interrogations sur l'identité, Talib vient de le dire, c'est une manière de mettre la poussière sous le tapis. On a un problème sur la planète Terre, c'est le capitalisme. L'autre jour, j'étais à Paris pour parler soi-disant de la architecture financière mondiale. Au bout de 2 jours, je les ai appelés là-bas, quelques-uns leur demandaient, mais vous parlez d'architecture mondiale nouvelle sans parler des paradis fiscaux? Ils sont d'Afrique chaque année 100 milliards de dollars en flux financiers illicites. Qui le sait, qui en parle? 100 milliards de dollars. Il en faut 86 pour financer les objectifs du millénaire. Il en faut 86. Il en faut chaque année 100 milliards. Voilà à quoi on doit réfléchir. Si on remet, parce que j'ai essayé de Tali, quelques secondes. Ouais, mais vraiment quelques secondes. En l'occurrence, 2 secondes parce que c'est si on... Je pense qu'on s'est un peu fait biaiser par la définition, par l'utilisation des mots coutume, culture et machin. Parce que
les éléments, par exemple, la performance qu'on ramène aujourd'hui, on se sert de ce qu'on appelle les rites anciens ou alors les actions traditionnelles, sont en fait des actions officielles que nos parents vivaient à leur époque parce que leur façon de faire était ça, la façon officielle. Ça faisait partie de leur loi fondamentale. Le tso était un rituel de purification. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est fait et la société décide qu'on va sanctionner ça par le tso. Comme aujourd'hui, on transfère quelqu'un à la justice et puis il va en prison. Tu vois? Justement, parce qu'aujourd'hui, on utilise juste les mots tradition, culture pour décrire les choses qui se sont faites de façon officielle. On parle beaucoup de tradition et culture quand on parle de l'Afrique, mais si on va parler de l'euro, on va rester dans le mot officiel. Le président qui va prêter segment, c'est le mot officiel, mais le roi, le faux qui va au Conga, c'est un élément traditionnel. C'est ça qui nous fait pousser le débat. Merci en tout cas pour ces. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ce magnifique panel? On va être. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.